Est-ce que tu peux juste te présenter d'abord, dire qui tu es et qu'est-ce que c'est le jardin de Cocagne en 2 mots? Alors, moi je m'appelle Claude Mudry, ça fait une trentaine d'années que je travaille au Jardin de Cocagne. Mhm. Les Jardins de Cocagne, c'est une coopérative qui a 420 familles aujourd'hui à qui on livre des légumes. Si je te parle du problème global auquel l'économie fait face actuellement, qu'est-ce que ça évoque pour toi? Quels sont les problèmes que tu vois actuellement au niveau justement typiquement de l'agriculture et de la consommation? Alors si on prend je pense au niveau global, on a, en tout cas j'ai l'impression qu'on a tous vu des films si on s'y intéresse un peu, ou des émissions qui sont faites par des gens qui sont vraiment au fait et puis qui ont vraiment travaillé là-dessus. Et puis qui nous amènent soit des images, soit des infos qui sont vraiment clairement qui nous montre une agriculture complètement démentielle. Je veux dire, et puis c'est pas nouveau. Si ça avait été juste depuis 2-3 ans qu'on me racontait des choses comme ça, bon. Mais je me souviens d'il y a une vingtaine d'années où on parlait d'un copain qui est allé syndicaliste, qui est allé aux États-Unis, qui a vu des fermes où il y avait 1000 vaches, où il y avait des énormes problèmes parce qu'il fallait évacuer la merde de ces 1000 vaches d'un coup. Donc ça a posé d'énormes problèmes. Puis ça, c'est vrai que c'est récurrent, puis on n'arrête pas. Puis on parle que d'augmentation. Puis juste, c'est un peu ce que j'ai montré à des gens qui venaient d'autres pays, à des agronomes d'autres pays. Et puis ils étaient tous surpris parce que j'étais contre l'importation du vin du Chili, par exemple. La personne qui était là-bas, elle disait, mais nous on fait du vin plus bio que chez vous. J'ai vu des vignes ici qui sont à côté des vignes traitées. Nous on n'a pas ça. Nous on a des étendues immenses. Je disais, mais le problème, il faut combien de kilomètres pour amener le vin? Je veux dire, c'est du domaine pour moi de l'absurde. Et au niveau de la Suisse, typiquement, il y a toujours dans les supermarchés, on se rend compte qu'on peut acheter à n'importe quel moment de l'année des fraises, par exemple, et qui peuvent être, je ne sais pas si c'est exactement le cas, mais qui peuvent être produits en Suisse sous serre, par exemple. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Mais ça, je trouve juste que c'est complètement absurde. Et je pense qu'on nous ment, mais effrontément, et puis même des collègues, hein, je dirais quelque part, maraîchers. Alors les fraises produites à Genève, je sais pas à partir de quel moment elles sortent, mais elles sont. Moi, j'en ai vu des fraises hors sol qui sont plantées à 1,50 m de hauteur dans une espèce de tube, des tubes de substrat. Et puis, bon, c'est bien pour la récolte, c'est cool. Mais voilà, elles sont nourries complètement artificiellement, et puis en plus directement parce qu'elles ont besoin. La terre, elle n'intervient plus là-dedans. Même chose pour les tomates. C'est que du hors-sol à Genève, quasiment maintenant. Et puis ça, je trouve que pour moi, philosophiquement, c'est juste absurde, quoi. C'est-à-dire, on enlève la terre, on bétonne, et puis on cultive des tomates. Je dirais quelque chose pour moi qui colle pas, quoi. Et puis en plus, l'autre problème, c'est vraiment, on fait des hectares de serre, on chauffe, on dépense une énergie folle. C'est-à-dire qu'à Genève, à partir de janvier, on plante. En mars, on commence à récolter les tomates. En novembre, on sort les tomates, la fin des tomates, c'est fin novembre, on sort. On désinfecte, je ne sais pas avec quoi en décembre, tu recommences en janvier. Et puis, je crois que la tomate, c'est un des produits les plus mangés en Suisse, mais je ne pense pas que c'est un hasard. C'est pas parce que les gens adorent la tomate dans le monde et puis pas autre chose. C'est vraiment un truc qu'on nous fout dessus tout le temps. Et puis c'est vrai que à force de bosser, moi en tout cas à Cocagne, après 30 ans de faire mes légumes, de faire les légumes pour la coopérative et pour nous, moi les tomates je les aime bien en été. J'ai beaucoup de plaisir. Mais je veux dire, c'est vrai qu'à d'autres moments de l'année, je trouve que y a plein d'autres légumes que j'aime beaucoup aussi. Donc, quelque part, je me dis, mais. Et puis même si maintenant en Espagne, semble-t-il qu'il y a des progrès qui se font. On nous raconte que c'est mieux d'acheter une tomate genevoise qu'une tomate qui vient d'ailleurs parce qu'elle est produite à Genève, puis qu'il n'y a pas d'énergie dépensée ou très peu. Mais je crois que si on fait les calculs, c'est faux, en fait. Les calculs sont tronqués parce qu'on ne tient pas compte des coûts en électricité, des coûts de tous ces coûts-là voilà, il y a la triche, il y a juste la triche. Après, on nous parle d'économie. On économise de l'énergie, c'est vrai. Au lieu de dépenser, je sais pas, X kilowatts pour nos tomates, on en dépense plus que X kilos. Puis c'est juste déjà 3 fois trop. Ça n'a pas de sens, quoi. Au niveau de la variété, est-ce qu'il y a un problème aussi ou...
Alors on discute pas mal en semences avec d'autres collègues. On a commencé à travailler avec Sativa, qui est une entreprise de semences en Suisse, qui fournit des semences, qui travaille avec des Autrichiens, qui travaille avec des Allemands, avec des Italiens. Il y a une autre maison suisse, Solinger, qui travaille, mais plus précisément, je pense, pour des particuliers, alors que Sativa peut-être travaille plus un peu pour les deux. Et puis là, on a produit de la semence de concombre. Et puis on a eu des discussions avec d'autres, parce que c'est vrai que les semences, si on abandonne la production de semences, on n'aura plus rien. Je veux dire, c'est quelque part un des problèmes que moi je vois dans l'économie internationalisée comme ça actuelle, c'est qu'il y a une rupture de lien social. C'est-à-dire que si on n'aime pas l'agriculteur, tant pis, on achète à n'importe quel autre agriculteur. D'ailleurs, de toute façon, on ne connaît pas l'agriculteur lorsqu'on achète nos tomates, typiquement, nos tomates suisses. Et est-ce que ça fait aussi partie du problème, dans le sens que le consommateur n'a plus aucune relation sociale et humaine avec ce qu'il consomme? Bon, de connaître le producteur, c'est important. On parle souvent de prix rémunérateur. Moi, je pense que c'est vraiment important. Qu'est-ce que c'est le prix rémunérateur, ça veut dire que le paysan doit être payé de manière à ce qu'il puisse vivre, en fait, et puis correctement, en fait, hein, qu'il soit rémunéré, quoi, comme pour un travail. Et puis, ce qui est jamais mis en avant, ou très peu, parce que ça gêne beaucoup de monde, et puis parce que c'est difficile, c'est le salaire des gens qui travaillent. Parce qu'il y a des très bons agriculteurs, bio, pas bio, enfin peu importe, il y a des très bons agriculteurs, mais qui payent leurs ouvriers au lance-pierre. Et puis pas forcément parce que ça leur fait plaisir. Bon, il y en a qui sont mauvais, mais je veux dire, je pense qu'il y en a, c'est pas parce qu'ils veulent forcément absolument s'enrichir comme ça sur le dos de leurs ouvriers, mais c'est simplement que les produits sont souvent suffisamment mal payés pour qu'ils n'y arrivent pas. Donc quelque part, le choix, il est des fois, je lâche mon entreprise ou mon exploitation agricole, ou est-ce que je continue mais je paye des salaires plus bas, j'ai des Polonais qui sont pas si chers que ça finalement, pour eux ça fait beaucoup d'argent chez eux, et puis ce dilemme-là il existe, et puis moi je trouve que c'est malsain. Je veux dire, quelque part, c'est... à Genève on revient en arrière en ce moment parce qu'il y a un recours au tribunal fédéral pour revenir en arrière sur les heures de travail, pour réaugmenter les heures de travail, et puis pour diminuer le salaire des ouvriers agricoles. Donc ça veut dire que je veux dire, on est juste, ça va pas, je veux dire. Pour nous, la véritable richesse, elle doit être résidée quand même dans le travail et puis dans le capital naturel qu'on hérite. Elle doit en tout cas pas être dans le capital financier. Parce que ça, c'est qu'un moyen pour servir la société humaine. Ça ne doit pas être le centre qui guide nos vies. C'est pas comme ça maintenant. Ouais, il faut qu'on associe en tout cas le plus grand nombre possible de consommateurs dans une démarche d'appropriation justement de ces marchés. Parce que par exemple aussi, c'est pas un problème uniquement agricole, hein, c'est aussi un problème, on le voit bien qu'aujourd'hui on produit plein de choses inutiles au niveau de notre société. Et on n'arrive pas à... Et puis c'est à cause du système de la mise en concurrence générale. C'est dans tous les secteurs comme ça, hein, le secteur industriel. Et puis cette mise en concurrence, elle se fait aussi sur les salaires. Vous parlez de la globalisation là? C'est quoi la concurrence générale? Je connais pas ce terme. Ouais, c'est bien sûr. C'est la dérégulation c'est la globalisation de l'économie. Ouais. La dérégulation, la globalisation, c'est pas forcément un mal, c'est très bien. Mais qu'il n'y ait pas de règles dans la globalisation, ça c'est un problème. Et que la seule règle, ce soit la loi du plus fort. Et du profit le plus élevé dans l'échéance la plus courte, ça c'est un problème. Parce que ça oriente l'économie vers une mauvaise utilisation des ressources. C'est-à-dire on le voit bien, aujourd'hui on change de téléphone mobile tous les 6 mois, les 3/4 des constituants d'un téléphone mobile c'est des minerais rares,
On fait comme si on pouvait simplement, c'est du pillage. On a la même chose dans l'agriculture, c'est-à-dire que des fois on a des collègues par exemple qui travaillent pour la grande distribution, bah, ça leur arrive de devoir jeter des récoltes entières parce que simplement il y en a trop. Quand il y a une belle récolte, c'est pas une occasion pour faire la fête, c'est l'enfer. Parce qu'il y a trop de production sur le marché alors que normalement ça devrait être la fête. Ouais. Donc on est vraiment, on marche sur la tête des fois dans notre société. Et ça c'est parce que la logique économique de la mise en concurrence générale, elle veut ça. Mmh. On le voit bien en Europe, il n'y a qu'à regarder un peu avec les millions de chômeurs qu'il y a en Europe. Bah, ça va quand même nous poser des problèmes aussi politiques, hein. Il faut donner des réponses par rapport à ça. Mmh. Et la globalisation, en tout cas, elle ne va pas nous donner les bonnes réponses, ça c'est sûr. Ah, c'est sûr, il n'y a plus de lien. Oui, il n'y a plus de lien social, ça c'est certain. Les gens, ils achètent des plats pré-cuisinés, ils ne savent pas ce qu'ils mangent, si c'est du cheval ou du cochon. C'est sûr qu'il n'y a plus beaucoup de liens. Attention à l'industrie, maintenant ils vont nous balancer plein de trucs dans la bouffe. Des médicaments, des calmants. Ouais, des trucs, là ça va être cool. Des euphorisants. Des primes, 2 verres de lait par jour. Est-ce que vous avez peur que ça devienne de pire en pire ou... Si on se bat pas, oui. Si on se... Parce que, si tu veux, on n'est pas dans un monde de gentils, quoi. On est dans un monde de rapaces et si on se bat pas contre les rapaces, on se fait marcher sur la tête. Ça, je suis sûr. Alors. Et il y a des gens qui savent que l'alimentation, c'est un besoin fondamental pour tout le monde. Et c'est un marché absolument qui ne tarit jamais. Et si on le contrôle, c'est une bonne affaire. Mmh. Parce que même les pauvres, ils sont obligés d'acheter de la bouffe. Justement, en l'occurrence, souvent les pauvres achètent la bouffe la moins chère et donc la pire. Ah, la moins chère, mais avec le plus de marge. Souvent, la bouffe la moins chère, c'est là où il y a le plus de marge pour les industriels. Il faut d'abord produire localement ce qui peut être produit localement, et ça partout dans le monde. Pourquoi? Pardon? Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on est dans un monde limité, et puis parce qu'on a des ressources limitées, et puis parce que le commerce ne peut pas répondre aux exigences d'un développement socialement et écologiquement durable. Ça doit être les sociétés qui doivent avoir un contrôle quand même sur les finalités économiques. Et donc c'est pourquoi il faut d'abord donner une priorité à la production locale, qu'elle soit dans des dans des petites structures diversifiées et avec un bon usage des ressources. Disons, à notre sens, c'est un non-sens de vouloir faire de la production de jachère ici au nom de l'écologie et d'importer ensuite des productions où on n'a aucune influence sur les standards de production, ni du point de vue social, ni du point de vue écologique. Alors qu'ici, on aurait quand même on doit produire aussi de manière raisonnable et écologique et une rémunération correcte des gens, ce qu'on peut produire. C'est ça le pourquoi on se bagarre. Et on est complètement à côté de la plaque avec la politique agricole. Parce que cette politique elle détruit 5 fermes par jour, elle détruit 2000 fermes par année et elle veut libéraliser les marchés. Et donc, si tu veux, c'est vraiment, on est en train de détruire la structure de production paysanne. Hein. Parce que ce qu'on fait, c'est qu'on fait à la fois, on fait des jachères, mais on fait aussi des productions hors sol, et puis des usines à lait, et des espèces de monocultures de maïs. On essaie ils appellent ça l'évolution structurelle, dans le jargon officiel. Mais l'évolution structurelle, c'est juste la destruction de la petite paysannerie. Mmh. Et c'est la mise en place de monocultures et des choses comme ça. Tout à l'heure, tu nous as parlé des problèmes globaux auxquels l'économie fait face actuellement.
Et comment est-ce que cette alternative-là des jardins de cocagne essaye d'y répondre? Vaste question. Non, la seule chose, je crois que nous, on est arrivé à une espèce de... Maintenant, avec les 420 familles, à quelque chose, j'ai l'impression qui tient la route, parce que c'est pas trop grand. On aurait pu augmenter beaucoup, hein, il y a quelques années, on aurait pu se dire, tiens, on va plus loin, plus grand, puis on a dit non, ça suffit, on est assez, il faut qu'il y en ait d'autres qui se fassent. Et c'est ce qui se passe maintenant, il y en a plusieurs autres, soit sous forme de coopérative, soit sous forme d'autres, hein, SARL ou simplement des gens qui sont, c'est leur entreprise, qui livrent des paniers parce que quelque part c'est d'une part plus intéressant, ça fait un circuit court, après suivant où les gens participent ou pas, pour nous c'était important que les gens participent, ça c'est clair, c'est une des choses, c'est quand même partie d'une histoire, c'est vieux 68, hein, mais on est quand même, je pense sur ces bases-là, nous, quand même pas mal de partage, de pas de déchets, on veut notre vie en fait. Hein. On a cru, peut-être certains, je crois qu'il, moi, probablement un jour, que la révolution ça pourrait être possible, on s'est rendu compte que ouais, c'était pas pour demain, mais qu'il y avait d'autres choses en tout cas possibles à faire pour être bien avec... pour pas avoir toujours l'impression de subir. Et là c'est vrai qu'on a l'impression qu'on agit, qu'on fait quelque chose de différent, qui nous convient, qui nous correspond. Et puis on a des gens qui sont d'accord d'être dans cette histoire avec nous. Dire seul, c'est sûr que c'est... Voilà, on n'est pas... on n'a jamais voulu être des prédicateurs, des machins, je sais pas quoi, et puis prêcher dans le désert. Et puis c'est vrai que là on cultive une terre qui produit quand même, c'est une terre à blé, c'est pas forcément la meilleure des terres maraîchères, mais on a aussi des gens qui font l'effort de prendre des légumes chaque semaine, parce que c'est pas si simple, hein, c'est vachement joli. L'histoire de cocagne comme ça, vue de l'extérieur, des fois, les gens qui trouvent ça vachement sympa. C'est sûr, hein, je trouve que c'est une belle histoire, mais ça demande aux gens qui bossent un sacré boulot, et puis aux gens qui mangent aussi de vraiment de pas lâcher l'histoire parce que ben tiens, il y a des choses toutes faites là, dans le rayon d'à côté, même bio, hein, du coup je pense que là les gens ils font un bel effort parce qu'ils ont aussi envie que ça marche quoi. C'est vrai que si on veut manger autrement, si on veut que cette société elle marche différemment, il n'y a pas le choix, il faut vraiment y mettre du sien quoi. C'est une quinzaine de personnes qui travaillent, entre 2-3 personnes qui sont là régulièrement et puis d'autres qui sont là moins régulièrement, mais c'est un peu les mêmes personnes quand même qui travaillent sur l'année. Et on fait un peu une partie au marché quand même, parce qu'on ne voulait pas être complètement coupé de la ville. Les gens ils viennent aussi donner un coup de main. Il y a un contrat qui fait que les gens doivent venir travailler. Puis ça a deux raisons. Une, c'est vraiment une raison très, je dirais très pratique, c'est qu'on a besoin de coups de main, vraiment. Et puis l'autre chose, c'est aussi pour que les gens ils se rendent un petit peu compte de ce que c'est son boulot. Et puis du coup, on a quelque chose qui fait qu'on se rend compte, qu'on se cause, puis on sait aussi un peu ce que les gens veulent. Concrètement, là, comment ça se passe? Il y a 250, donc ça varie entre 250 et 185. Entre les grandes parts et les petites parts. Au niveau du prix du sac, ça se passe comment? Est-ce qu'il y a des variations en fonction Voilà, il y a des variations, c'est entre chaque personne, pas chaque personne, mais par rapport aux gens qui viennent directement travailler ici. Les jeudis, après-midi, matin, on continue à mettre quelques légumes, comme le matin, comme aujourd'hui, on va en mettre un peu en fin de journée. Un peu, ça dépend. Dans les sacs, tu parles? Dans les sacs. Ouais. Et tout ça, ça va partir. Ça veut dire demain, à midi, tous les sacs sont remplis. On a un livreur qui nous livre directement tous les grands sacs. Et lui, il vient avec un gros bus, le petit gros V que tu as vu. Bah, avec ça, il va venir chercher au moins entre 100 120 sacs, entre les grandes parts et les petites parts. Et lui, il va faire la plus grosse distribution. Puis après, il y a d'autres personnes. Il va où, lui? On lui donne une liste. Comme je t'ai déjà dit, on leur donne une liste aux coopérateurs. Ouais, c'est aussi des coopérateurs, la même chose. Simplement, eux, ils vont faire de la livraison. C'est pas les mêmes choses que les gens quand ils viennent ici. Eux, ils vont venir faire travailler.
c'est-à-dire la récolte et tout ça. C'est la même chose, simplement c'est une petite heure raccourcie, mais juste qu'ils arrivent au bon point les sacs avant 6 heures si c'est possible. Là, puis les gens vont ce point de distribution, vont à Carouge, vont à Auner, ou à Cassia, tout dépend de leur point de distribution qu'on leur donne. Donc les consommateurs, ils sont aussi collaborateurs, c'est-à-dire Voilà. qu'ils... Ils font une partie de leur travail pour payer une partie de leur sac. Comme ça fait 50-50. Ça Donc, ne fait pas un monstre prix. Comme j'ai dit, il y a des gens qui viennent pas du tout, qu'on les voit jamais pendant 10 ans, 15 ans, on les voit jamais, mais continuent à payer X somme pour leur part de légumes. Et les gens, quand ils viennent ici, comme toi, moi, des gens, d'autres personnes qui sont inscrits à Cocagne, qui viennent faire leur demi-journée ou 2 heures, 4 heures, ça dépend, et eux, ils payent qu'une partie de leur sac parce qu'ils ont fait une demi-journée. C'est comme tu bossais, c'est donnant une partie, puis je t'enlève une partie des sous parce que tu viens travailler. Les gens puissent voir un peu comment ça cultive, comment ça se passe, aussi qu'ils viennent aussi voir la terre, quoi, connaître un peu. Sinon c'est un peu dommage que voir que le goudron, je dis merde, il y a rien qui pousse, quoi. C'est comme voir des enfants qui disaient mais les carottes, ça pousse dans la terre. Oui, ça pousse dans la terre, ça ne pousse pas dans les boîtes de conserve. C'est assez marrant des fois quand les enfants, quand ils viennent ici découvrir des mille choses, ça vient de là, ça vient de Cocagne, les gens vont dire ah c'est Cocagne, c'est super sympa, oh, je connais bien, et voilà. Après chacun ils ont tous leur point d'avis, mais les gens que j'ai toujours connus passer, ils ont toujours été sympas, découvrir plein de choses, c'est comme les enfants quoi. On essaie déjà de faire des circuits courts, de faire de l'économie locale, d'avoir de faire vivre des créations de richesses au niveau local, et voilà, ça c'est pour nous c'est important. Et ça on peut le faire. On peut le faire, mais on a besoin de. On peut le faire, c'est pas une histoire d'agriculteurs, c'est une histoire de gens qui ont envie de créer des relations entre eux autour d'un truc essentiel qui est l'alimentation. Comment est-ce que le jardin de Cocagne arrive à s'en sortir justement avec cette compétition des prix? Parce que même les grandes, enfin je veux dire à la Migros ou à la Coop, on peut acheter du bio pour pas cher et peut-être moins cher que Cocagne, non? Non, c'est pas vrai. Ça c'est moins cher ici et c'est même moins cher que le conventionnel. On a beaucoup moins de frais, on n'a pas de frais de commercialisation. On n'a pas beaucoup de frais de transport, pas de frais d'emballage, très peu. On n'a pas de frais de promotion, etc. Non, on est tout à fait compétitif. Le seul, là où on n'est pas compétitif, où ça demande un engagement aux gens, c'est qu'ils sont obligés de manger des légumes de saison. Et il faut qu'ils soient d'accord de cuisiner. Et puis de s'adapter à la saison. Ils ne peuvent pas consommer des courgettes et puis des tomates toute l'année. Ça, là on n'est pas compétitif, c'est sûr. Mais je pense que c'est plutôt... Ouais, c'est plutôt un engagement de la part des gens, ouais. C'est sûr. Mais c'est aussi un retour et il y a d'autres choses qui en retour. Je pense le fait de connaître les gens qui produisent une partie de leur alimentation, de connaître le jardin. Et justement, de devoir s'adapter aussi dans ses habitudes culinaires au changement des saisons. Ça donne aussi un plus. 50, 130, 580. Si par hasard, sur le pont des Arts, tu croises le vent, le vent, on garde à ton jupon. Si par hasard, sur le pont des Arts, tu croises le vent marron, on garde à ton chapeau. Est-ce que vous pouvez juste dire qu'est-ce que c'est ce label là dont vous venez de parler, le bourgeon? Le bourgeon, c'est une culture sans engrais chimiques, sans pesticides. Et puis elle est contrôlée. Après, il y a aussi tout par rapport aux engrais qu'on met, mais même les engrais de ferme qui peuvent poser problème au niveau des nitrates ou bien au niveau de charger les sols. Donc ça pourrait être en métaux lourds ou de mettre trop d'engrais. Là-dessus, il y a vraiment des... Bon, d'une part, des directives qui sont édictées, des contrôles, bon ça c'est le dernier maillon de la chaîne, mais il y a quand même toute une recherche qui est faite qui est super intéressante. Il y a beaucoup de gens qui bossent quand même, je trouve, dans le bon sens là-dedans.
peux faire un cocagne à côté de Fukushima, on est quand même touché par ce qui se passe. Donc ici, on peut faire ce qu'on veut, mais ce qui se passe autour de nous, ça nous touche. Ouais. On n'est pas... on a aussi une ambition quand même un peu de faire un exemple qui va plus loin que simplement notre petite niche de bonheur et de tranquillité. Qui est bien, hein. C'est génial. On montre justement que tu peux faire autrement. Ouais. Et on le montre depuis longtemps. Depuis 30 ans, non, déjà. Ouais. Et on essaye. Mais on sait aussi qu'on est dans des contradictions nous-mêmes. Hein. Comme laquelle? Par exemple, que d'avoir des tracteurs, quand même, on utilise pas mal d'énergie fossile pour faire pousser nos légumes. Et puis les semences, certaines semences, on n'a pas beaucoup de maîtrise dessus. Certains facteurs de production, les entrants, ils nous échappent, le contrôle nous en échappe. Donc c'est vrai qu'on essaie de travailler là-dessus, on va essayer de récupérer un peu de maîtrise, un peu d'autonomie. C'est facile de détruire une structure, un savoir paysan, une connaissance, des structures de production, des filières locales. Facile de détruire, mais pour les refaire, c'est pas facile. Ouais. On est déjà quasiment au stade où Novartis et ces boîtes-là fabriquent les produits de traitement bio. Donc, qu'on fasse du bio ou pas du bio, on sera alors merci. Quoi. Donc, et puis là, les lois au niveau bio, elles viennent de changer au niveau du chauffage des serres. Et puis je trouve ça scandaleux, même si je suis pour le bourgeon, pour avoir un label, je trouve très bien. Mais il y a des choses dans ce label qui me gênent, justement, de chauffer autant. Et puis on peut chauffer de plus en plus, mais il faut isoler comme il faut. Mais on peut aussi chauffer en bio. Et là aussi, je trouve ça une absurdité. Quoi. Mais il y a je trouve de temps en temps des gros dérapages, que ce soit pour des raisons commerciales, parce que derrière, il y a quand même des groupes qui sont là pour faire pression. Quoi. Ces dérapages, ce serait quoi, par exemple? Bah justement, de vendre des tomates bio au mois de mars. Je veux dire, labellisé bio, suisse. C'est-à-dire, maintenant, il y a au moins une petite différence, c'est que il y a le bourgeon, mais c'est pas le bourgeon suisse, parce que ça vient de l'étranger. Donc, c'est pas la même chose. Parce qu'il n'y a pas... Au moins, on peut faire la différence avec l'histoire du transport. Mais voilà. Par contre, c'est vrai que je peux imaginer que la vanille, que le café, je sais pas, le thé, peut-être, c'est des choses sur lesquelles on pourrait discuter, on peut pas les produire ici. Alors, pour autant que là-bas, les gens, ça enlève pas leur culture à eux, moi, j'ai pas forcément d'objection. Mais je pourrais me dire aussi, tiens, moi, je peux me passer de café, pourquoi pas. On peut réfléchir, hein, je veux dire. Et puis il y a des gens, il n'y a qu'à voir aujourd'hui, ils ont publié aujourd'hui les résultats de la Migros. Ils sont en train de pleurnicher toute l'année sur le tourisme d'achat et puis ils publient des nouveaux records de chiffre d'affaires. Pourtant, ça c'est des coopératives, non, quand même? Ah ouais, c'est bien sûr, c'est des coopératives, mais disons, elles n'ont jamais été des coopératives réellement sociales. La Migros. Ouais. La Coop, oui. La Coop, elle a été une coopérative sociale à l'origine. Mais ils ont complètement intégré la finalité économique des sociétés capitalistes. Alors ici, c'est sous serre, mais c'est pas chauffé. Non, ici, on a une possibilité de chauffer. On a la possibilité de chauffer, mais c'est vraiment fait pour garder la serre en gel. Parce que quand on commence à mettre des tomates, comme là, mais qui poussent lentement cette année, s'il y a un coup de gel, c'est vraiment un peu, tout est foutu. Donc c'est vraiment pour pas qu'on descende en dessous de zéro. Quoi. Puis on couvre avec des... Quand on sait qu'il va faire vraiment froid, on couvre encore avec des agriles. On a commandé 1000 litres de mazout, mais on en aura pour 4 ans, je pense, je sais pas, 5 ans. Okay. On ne rend pas bien compte. Mais... Du coup, vous utilisez du mazout, mais en très faible quantité par rapport à d'autres agricultures. Et puis on pourrait décider qu'on n'en utilise pas du tout, mais c'était un peu le risque de... Il y a des plantons qu'on fait faire ailleurs. Et je pense que c'est bien si, quand on chauffe, si vraiment il faut chauffer un peu pour être un peu plus tôt dans les plantons qu'on peut avoir, à ce moment-là, il faut au moins que ce soit fait de manière un peu systématique, pas que chacun chauffe son petit morceau, quoi.
Les seuls engrais qu'on met nous, c'est bon, du fumier de cheval, du fumier de vache, un peu, du fumier de cheval qui est composté assez longtemps. Après, on a un peu de compost aussi. Et les seuls engrais secs qu'on utilise, c'est un petit peu un engrais qui nous amène un peu d'azote. Mais qui est l'azote qui est assimilable tranquillement par la plante, hein, ça passe par le sol. Et puis, on a décidé d'en utiliser peu. Parce qu'en fait, à quelque part, on se rend compte aussi que pour fabriquer chaque fois ces engrais, eh ben, il faut de nouveau de l'énergie. Quelque part, on se dit, mais ça tient pas la route, quoi. Et puis on parlait, parfois il y a des gens qui aimeraient remettre le cheval dans les cultures. Moi je trouve ça super intéressant. Après, je trouve que c'est difficile. Mais pour certaines choses, on peut tout à fait le faire. Mais de nouveau, toutes ces choses-là, elles ont un coût. Et puis on ne se rend pas toujours bien compte. Aujourd'hui, c'est des coûts plus chers que le tracteur, parce que le mazout est bon marché, parce que... Le futur, c'est des milliers de jardins de cocaïne. Il y en a peut-être une dizaine, une quinzaine de structures un peu contractuelles autour de Genève. Ah oui, une dizaine. Peut-être un peu plus. Mais il pourrait y en avoir beaucoup plus parce qu'il y a quand même un potentiel, un bassin de consommation, un bassin de population tout grand et on verra quoi. Nous on espère en tout cas que dans l'avenir on aura beaucoup de petites structures de production qui ne seront pas des cocailles mais qui seront un peu différents mais quand même un peu... Voilà. Chaque structure aura un peu sa particularité. Est-ce que ça pourrait pas faire justement partie des jardins de cocaïne, d'essayer de couvrir toute la branche de la nourriture? Ça pourrait, mais bon, je ne sais pas quelle forme ça doit prendre, mais en tout cas, c'est une préoccupation, parce qu'on est tous aussi, on n'est pas seulement producteurs, on est aussi consommateurs. Donc,